Bien, bonjour à toutes et à toutes. Donc il est 9h30. Bienvenue dans notre webinaire consacré donc aux nouveaux cadres et enjeux de la fonction publique. Nous sommes ravis donc d'échanger avec vous sur ce sujet ce matin. Donc ce webinaire de notre côté certainement ouvrira donc une série de différents sujets consacrés à la fonction publique, et certainement à venir un point consacré à la fusion des instances qui va vous occuper, nous occuper. Donc nous allons nous présenter, mais avant cela, juste vous indiquer que vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat qui est compris dans ce webinaire. Et nous consacrerons une dizaine de minutes donc à la fin pour répondre à vos questions que nous allons essayer de noter au fil de l'eau. Et puis ne vous inquiétez pas, s'il y en a d'autres qui ne trouvent pas de réponse immédiate, nous prendrons le temps donc de vous recontacter. Alors ce matin, pour m'accompagner, donc nous avons deux interlocuteurs du cabinet d'Atlante, donc Evelyne Bledniak, donc qui est fondatrice et avocate du cabinet Atlante, et Franck Carpentier, avocat. Donc je leur laisserai la parole dans 2 minutes pour qu'ils présentent effectivement le cabinet. Moi-même, donc je suis Sophie Rousseau, responsable de mission donc au sein du cabinet Secafi. Et donc, en 2 mots également, pour vous présenter le cabinet Secafi. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise qui intervenons donc auprès des instances représentatives du personnel, donc CSE désormais, et dans la fonction publique encore les CHSCT. Et nous intervenons donc principalement sur suivant 3 axes, donc diagnostic et conseil, donc dans le cadre des consultations récurrentes, économiques, sociales, stratégiques, également dans le cadre de mutations, changements, réorganisation, conduite du changement, mais également aussi, 3e axe, dans le cadre de la santé au travail, préservation de la santé au travail. Et là, on va travailler effectivement avec soit les CHSCT côté fonction publique, que l'on accompagne encore, et également auprès des CSE, donc dans l'optique de préserver, d'anticiper, de prévenir les risques professionnels. Voilà rapidement, donc je passe la parole au co-animateur de ce matin, donc le cabinet d'Atlante. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Evelyne Bledniak, donc avocat associé accompagné de Franck Carpentier, avocat spécialisé en droit de la fonction publique. Donc le cabinet Atlante intervient depuis près de 20 ans auprès des instances représentatives du personnel et des salariés. Donc nous sommes un cabinet spécialisé en droit du travail et aussi bien en droit du travail privé qu'en droit du travail entre guillemets public. Donc sur les différentes interventions possibles, que cela soit en matière de formation ou en matière d'aide à la négociation, d'assistance dans le cadre de différents dossiers et bien évidemment en tant qu'avocat, en tant que contentieux. C'est dans ce cadre-là y compris que nous intervenons souvent en complémentarité avec Secafi sur différents dossiers. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes joints aujourd'hui pour vous présenter ces nouvelles règles en matière de négociation collective. Donc oui, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin et de vous retrouver aussi nombreux pendant cette période de congé. C'est une super nouvelle. Ce webinaire s'inscrit dans une transformation, un mouvement de transformation assez profond en fait que connaît la fonction publique depuis la fin des années 2010 et notamment sous l'impulsion de la loi du 6 août 2009, cette fameuse loi de la transformation de la fonction publique, qui s'inscrit dans le cadre plus général du programme Action publique 2022 développé par le gouvernement et dont l'objectif est vraiment de transformer en profondeur le droit de la fonction publique tel que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, donc, ce mouvement de transformation porté notamment par la loi du 6 août 2019 s'inscrit vraiment dans le cadre de bouleversements majeurs connus ou à connaître par les agents publics. Il s'agit par exemple de la naissance très récente de la rupture conventionnelle sur un modèle qu'on connaissait déjà dans le secteur privé auparavant. Il s'agit de la transformation à venir et sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de refaire un webinaire, mais donc de la transformation à venir des instances de représentation du personnel. Vous le savez, en 2022, disparaîtront les CT et les CHSCT au profit des comités sociaux, donc un nom identique à celui qu'on connaît dans le privé. Un mouvement de transformation donc très large avec l'accroissement du recours également aux contractuels sur les emplois de direction, sur la naissance des contrats de projet, etc. Et
bien évidemment, dans ce cadre, apparaît ou tente de renaître la négociation collective dans les 3 versants de la fonction publique. Et cette négociation collective est portée par l'ordonnance de février 2021 qui est au cœur de notre intervention aujourd'hui. Donc, on voit vraiment un mouvement de transformation majeur qui peuvent se lire de 2 manières, à la fois donc une volonté d'harmoniser les règles entre les 3 versants de la fonction publique, mais peut-être également une volonté de rapprocher le droit de la fonction publique du droit du travail, ce qui peut nous interroger nécessairement sur la définition qu'on aura à terme de la notion de service public et dans quelles conditions ce service public a vocation à être rendu, parce que vous, fonctionnaires, vous savez sans doute mieux que moi, hein, lorsqu'on est agent du service public, on est bien un fonctionnaire au service du public et il y a quelque chose de l'ordre de la vocation lorsqu'on choisit de se mettre au service du public. Donc, cette ordonnance intervient dans le cadre d'un renouvellement du dialogue social qui porte en lui finalement non plus une culture de la concertation telle que vous la connaissiez jusqu'à présent, mais plutôt donc, et je laisse la parole à Evelyne sur ce point, une culture de la négociation. Alors, concertation, négociation. Négociation collective, nous dit l'ordonnance du 17 février 2021. Il est fondamental, effectivement, que vous compreniez bien cette différence, puisque vous avez toujours été habitué, entre guillemets, à une forme de négociation qui, finalement, n'en est pas réellement une, mais bien plus une forme de concertation. Alors, concertation, qu'est-ce que ça veut dire dans la fonction publique? En fait, ça veut dire une discussion. En fait, c'est un concept, entre guillemets, comme on dirait en droit, un concept un peu mou. C'est une discussion sans valeur contraignante, puisque de l'accord, entre guillemets, que vous trouveriez, du contrat, on verra qu'on a un exemple assez significatif après, Sophie nous l'exposera, ne naît aucune obligation ni contrainte pour la direction. Donc, certes, vous discutez, mais quelle est la part réelle de recherche d'accord dans ce dispositif de concertation? Vous devez réellement se le poser, puisqu'il n'y a aucune valeur contraignante. La grande différence est fondamentale, et elle est tellement fondamentale que, à titre personnel, j'ai peut-être peur, effectivement, qu'à certains égards, vous perdiez, enfin, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons véritablement appeler votre attention sur ce point-là, vous perdiez peut-être un peu cette différence entre concertation et négociation. Négociation collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties, entre guillemets, sont égales, bon, ou du moins que la négociation doit conduire à la recherche d'un équilibre entre les organisations syndicales représentatives qui vont négocier et la direction pour trouver un accord, et un accord collectif. Cela signifie que j'ai le droit de ne pas signer si cet équilibre, je l'estime non réussi, non rempli. Je n'ai pas l'obligation de signature. Et si je n'ai pas d'obligation de signature, la direction sur le thème que l'on verra, sur un des thèmes que l'on verra ouvert à la négociation, ne pourra pas mettre en œuvre l'accord. Tout autre est l'inverse de la situation aujourd'hui. Que vous tombiez sur un accord ou pas un accord, de toute façon, la direction, entre guillemets, fera ce qu'elle veut. Négociation collective signifie accord. Accord, donc recherche d'un équilibre entre les parties, avec une signature ou pas de signature. Donc, pas de signature, pas de mise en œuvre du dispositif prévu, envisagé par la direction. S'il y a un accord, et c'est là toute la différence avec ce que vous avez connu jusqu'à présent, s'il y a un accord de signer, là, il a une force obligatoire, contraignante. La direction doit le respecter. Et si cet accord n'est pas respecté, il y aura matière à éventuellement action en justice pour faire respecter cet accord. Donc, vous avez y compris les moyens donc, de le faire respecter, cet accord qui a été négocié et qui a traduit un équilibre entre les parties. Et c'est réellement une différence fondamentale entre la notion de concertation et de négociation collective. Et c'est en cela aussi que, on y reviendra peut-être en conclusion, c'est en cela aussi que cette ordonnance est véritablement, entre guillemets, peut-être une révolution au sein de la fonction publique. Oui, effectivement. Juste pour en finir sur cette thématique, la culture était jusqu'à présent à la concertation, et Sophie va y venir dans un instant, notamment dans la fonction publique hospitalière.
mais il n'y avait pas les moyens juridiques de signer un accord contraignant. Il y a eu une tentative avec la loi de 2010 et cette tentative en 2010 prévoyait une possibilité de conclure des accords non contraignants. La révolution avec l'ordonnance du 17 février, c'est bien la possibilité d'avoir des accords collectifs juridiquement contraignants dans la fonction publique et donc partant de déroger au statut. Et c'est là la vraie révolution où on passe de la concertation à la négociation, ce que va nous représenter à travers un exemple complet, donc Sophie. L'exemple que va présenter Sophie est assez symptomatique en fait de ce qui s'est passé auparavant. Sophie. Oui, tout à fait. Alors, voilà, on a pris l'exemple dans un centre hospitalier, secteur d'activité que je connais bien. Et effectivement, il nous a semblé illustratif de ce que vous avez présenté, donc en termes juridiques et pratiques. En effet, donc dans certains hôpitaux, il existait cette pratique de la concertation. Pas partout, on est bien d'accord, pas partout, mais néanmoins, à certains endroits, cela existait. Et donc, on a cet exemple, donc un centre hospitalier donc, qui avait signé en octobre 2022 un contrat, donc on a mis entre guillemets, mais c'était bien un contrat local d'organisation et d'aménagement de la réduction du temps de travail. Vous savez, ça faisait suite au passage aux 35 heures à l'hôpital. Et en effet, cet accord entre guillemets, qui n'est pas un accord, mais qui était dans le vocabulaire courant présenté comme un accord, donc ce document, donc ce contrat, cet agrément, on va dire, entre deux parties, le préambule montrait bien cette pratique de la concertation. Donc, il y avait en effet, donc était relaté le nombre de réunions préalables donc à la définition des thèmes à aborder, était relaté également le nombre de réunions qui étaient bien appelées de négociations entre une direction d'un côté et des organisations syndicales de l'autre. Alors, il y en a 2 présentes au sein de ce centre hospitalier. Et en effet, on voit bien qu'au travers de ces réunions et des semaines, des mois qui ont passé, qu'il y avait véritablement cette pratique de la concertation, mais qui était bien appelée négociation donc à ce moment-là et qui a abouti donc à la signature de ce contrat local et sans en faire état article par article, qui présentait des dispositions en tout cas favorables aux agents, en tout cas à la pratique quotidienne, on va dire, du travail. Les années ont passé, donc ce contrat donc, était toujours en vigueur, et on va dire une quinzaine d'années plus tard, changement de direction, changement de contexte. Les hospitaliers qui sont nombreux à nous écouter le savent bien. En 15 ans, effectivement, on a eu quand même un changement assez radical, en tout cas du contexte, on va dire, économico-social, et il s'est agi pour la nouvelle direction d'aller essayer de récupérer de la marge de manœuvre économique dans effectivement le temps de travail des agents. Et donc, dans notre exemple, effectivement, la nouvelle direction donc, fait paraître, donc en fin, on va dire dernier trimestre 2019, une note de service avec mise en œuvre prévue au 1er janvier 2020, objet temps de travail et donc indiquant de manière assez synthétique donc un retour en fait à la stricte application du décret du 4 janvier 2002 et donc en réalité mais remet complètement à plat ce qui avait été concerté donc dans ce contrat local. Et comme l'a indiqué Evelyne, du fait que nous étions dans une application effectivement non contraignante à cette époque-là de ce fameux contrat qui n'avait pas donc le statut juridique de l'accord, effectivement une incapacité juridique de la part des instances comme des organisations syndicales de pouvoir dénoncer cette pratique. À ce moment-là, donc effectivement, de gros points d'achoppement, si l'on peut dire, donc émergent. Donc d'une part dans la méthode, c'est-à-dire donc pas de concertation préalable. On a cette note de service sous cette nouvelle organisation, mais surtout et aussi et surtout des points d'impact potentiellement négatifs sur la qualité de vie, mais plus exactement les conditions de travail, vraiment au sens de la prévention des risques professionnels, des conditions de travail des agents. Alors, il se trouve que le CHSCT, à ce moment-là, donc, nous mandate dans le cadre d'une expertise projet important. Et en effet, donc, nous faisons apparaître, nous relevons que ces impacts sont non seulement potentiels, mais sont avérés concernant notamment, et donc je vous donne juste un exemple effectivement des points d'achoppement, c'était notamment sur ce temps
de pause repas qui, dans le contrat local, était prévu comme étant du temps de travail effectif, hein, puisque pris voilà, sur la pause légale. Et donc, avec une contrepartie, effectivement, de jours supplémentaires de réduction du temps de travail. Hein, il y en avait 6, en l'occurrence, supplémentaires à l'année. Donc, en résumé, hein, donc une journée, on va dire, continue avec les pauses légales, bien évidemment, et donc des JRTT supplémentaires. Et la note de service, donc, prévoit de revenir, hein, selon les dires de la direction, donc à l'application stricte du décret, et donc d'avoir un décompte de cette pause repas et qui était qui n'était plus considéré comme du temps de travail effectif, donc où l'agent était censément aller vaquer librement à ses occupations. Hein. Vous connaissez la définition de la pause, on n'est plus à disposition de l'employeur, et donc qui aboutissait in fine à ce que, effectivement, la durée quotidienne diminuant, eh bien, il faut récupérer du temps de travail sous forme de journées supplémentaires et donc suppression de ces 6 journées RTT. Nous avons démontré par les outils méthodologiques classiques, mais pour ceux qui travaillent à l'hôpital et qui nous écoutent, hein, vous le savez bien, aller vaquer librement à ses occupations quand on est en soins intensifs, quand on est en service d'hospitalisation, c'est-à-dire quand on a la charge de patients, de résidents, quand bien même on ne s'en occupe pas, je dirais, de manière active. Hein, donc, cela représente une charge, et donc on a quand même assez vite démontré, donc avec les agents, l'impossibilité d'appliquer réellement cette notion d'aller vaquer librement à ses occupations. Et donc, effectivement, le dialogue, hein, entre guillemets, si j'ose dire, donc a pu, en tout cas, s'enrichir entre la direction et les partenaires sociaux de ces impacts négatifs, hein, sur les conditions de travail des agents et sur les effets délétères. Donc, in fine, des aménagements ont pu être trouvés, mais on a là effectivement une illustration de ce qu'indiquait Evelyne Bledniak, hein, c'est-à-dire que oui, la pratique de concertation existait, mais malheureusement, on n'a pas eu la sécurisation juridique de ces dispositions plus favorables, et on a abouti là malheureusement à finalement à une forme c'est même pas une dénonciation, hein, parce que la dénonciation s'applique à l'accord, hein, mais effectivement à une insécurisation finalement du temps de travail et des conditions de travail des agents. Donc, mauvaise surprise à l'arrivée, quoi. Voilà. En fait, alors que j'avais cru pouvoir effectivement négocier. Voilà, exact. Je vous repasse la parole. Oui, alors, alors, les choses donc, ne peuvent plus se passer ainsi. Et la question importante, effectivement, qu'on se pose dans le cadre de l'ordonnance de février 2021, c'est sur quel thème peut porter la négociation collective. Et là, j'avouerai ma surprise d'une certaine façon. Il n'y a pas moins de 14 thèmes qui sont ouverts à la négociation, dont nous avons repris les principaux, là. Et en fait, on s'aperçoit que tous ces thèmes viennent en quelque sorte couvrir, finalement, toute la vie et tous les aspects des fonctionnaires. Mais là où est la surprise, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de thèmes qui traduisent en quelque sorte la prise en compte d'un certain nombre de thèmes ou de réorganisations au sein de la fonction publique. Par exemple, donc, conditions, organisation du travail. Là, on est clairement effectivement sur la question notamment du temps de travail tel que tu viens d'évoquer, Sophie, avec les dérives qu'on a pu observer dans le cas que tu as cité, mais qui désormais devront faire l'objet d'une véritable négociation collective. Donc, conditions de travail, notamment effectivement en matière de temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail, etc. Hygiène et sécurité. Réorganisation des services et accompagnement social. En fait, l'idée là, c'est de pouvoir négocier un accord sur les mesures sociales d'accompagnement aux réorganisations de services. Je dirais en quelque sorte, l'ordonnance vient assumer le fait qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, dans les 3 fonctions publiques, il y a des réorganisations. Premier thème. Et deuxièmement, en se rapprochant quelque part du modèle privé, eh bien, il y a nécessité d'avoir des mesures d'accompagnement social au traitement de ces réorganisations. Quatrième grand thème,
gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, ce que dans le privé on appelle la GEPP désormais ou GEPC. Là aussi, on est vraiment sur un modèle qui se rapproche de celui des entreprises privées, d'adaptabilité en fait des agents et fonctionnaires aux besoins, entre guillemets, de l'entreprise, puisque c'est ça, la GEPC. Et donc, vous pouvez demain, effectivement, être amené à négocier sur ces thèmes-là. Encore une fois, ça traduit un glissement, ou du moins le fait que l'État assume une certaine, entre guillemets, privatisation de la fonction publique. Autre thème qui peut être intéressant, c'est la question de l'intéressement collectif. Donc, possibilité de négocier un accord également d'intéressement. Nous avons axé sur ces différents thèmes parce qu'ils nous semblent effectivement les plus significatifs de l'évolution profonde que porte l'ordonnance de février 2020. Un exemple peut-être sur le télétravail, qui est un grand thème. Après, ouais. Un exemple sur le télétravail, peut-être, Sophie? Oui, alors celui-ci traduit là aussi finalement une méconnaissance du niveau dispositif. Voilà, alors effectivement, c'est un autre exemple. Pareil, nous sommes dans la pratique là, puisque voilà, nous sommes dans un exemple concret, donc mené par un collègue. Donc là, nous sommes dans un ministère. Alors on change de versant de fonction publique. Et effectivement sur la mise en place en fait du télétravail dans la suite, alors là à l'époque, dans la suite du décret de février 2016, donc qui pouvait systématiser en fait la possibilité de télétravail au sein des administrations déconcentrées donc d'un ministère, mais avec des décrets bien sûr très peu détaillés sur les modalités de mise en œuvre. Effectivement, donc dans le cadre de ce ministère et ses administrations déconcentrées, des expérimentations avaient été réalisées, des accords entre guillemets ponctuels existaient, mais finalement, donc dans le cadre de l'application, on va dire 2021, donc les instances et donc et notamment le CHSCT donc a diligenté une expertise projet important donc pour voir les conséquences en fait de la mise en œuvre de ce télétravail sur les agents. Cela nous a permis, donc là l'outil méthodologique a été plutôt donc les visites, les entretiens, enfin donc l'observation de travail, donc de mettre en évidence des points de discussion entre les parties et également de la même manière donc les impacts potentiellement négatifs sur les conditions de travail. Il y avait beaucoup à l'époque aussi dans ce cadre-là. Alors c'est ce qu'on a retrouvé parfaitement en 2021, donc à savoir donc les moyens et équipements associés, le contrôle par le management et effectivement la formation donc qui accompagnait ce changement vraiment dans le travail, des situations de travail. Donc dans ce cadre-là, l'expertise a mis en évidence effectivement on va dire ces impacts potentiellement négatifs et les préconisations pour les corriger, les atténuer ou les supprimer. Malheureusement, dans la démarche, même si nous avons pu accompagner le cabinet effectivement dans une démarche d'appui alors à la négociation, on va dire à la concertation, malheureusement, effectivement, ce travail a abouti à une circulaire d'application. Alors, comme diraient les co-animateurs d'Atlante, effectivement, on voit bien, là, on est vraiment dans la fonction publique telle qu'on la connaissait donc avant le décret 2021. Mais effectivement, là, malheureusement, toute cette démarche préalable, finalement, de concertation, l'expertise, les préconisations, le travail qui s'est initié après, n'a pas pu aboutir, effectivement, à un accord, voilà, vraiment la formalisation d'un accord négocié, bien que les conditions, là, en 2021, étaient réunies, mais finalement par une circulaire d'application, donc avec tout le côté, effectivement, on va dire, dirigiste que cela suppose de la part, effectivement, d'une direction. Donc voilà, on voit bien les difficultés de ce nouveau cadre juridique donc, est ouvert, mais on voit bien que dans la pratique, on a des difficultés à prendre en main, je dirais, ce nouveau cadre.
Alors que, comme on l'a rapidement vu, on a quand même une question de sécurisation juridique et d'équilibre, hein, des discussions qui sont pourtant l'occasion dans ce cadre, en tout cas, de sujet là sur le télétravail. Alors Franck, juste une question. Parce qu'une des grandes questions qui peut se poser, c'est qu'on sait que dans le privé, on peut conclure désormais, depuis 2016, des accords moins disants que la loi. La règle s'applique-t-elle aux accords fonction publique, nouvelle formule? Non, a priori, effectivement, pour l'instant, c'est le garde-fou qui demeure dans la fonction publique et qu'on ne connaît pas dans le privé. C'est qu'il est possible de négocier dans le respect de la loi et du règlement. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple tout simple et parlant, dans le privé aujourd'hui, sur la rémunération des heures supplémentaires, le Code du travail nous dit qu'elles sont majorées à 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà, mais il est possible de tomber à 10% pour toutes les heures par accord collectif. En l'état, à moins qu'une loi vienne prévoir exactement la même chose pour la fonction publique, par exemple, on ne peut pas négocier sur une rémunération à la baisse des heures supplémentaires. Donc, le garde-fou reste malgré tout ici. D'où l'importance quand même donc de bien négocier, mais une négociation qui reste sous le couperet finalement quand même de la loi et du règlement, puisqu'on reste quand même dans le respect de la hiérarchie des normes. Donc, les organisations syndicales ont un rôle important, un rôle déterminant. Pourquoi? Parce que la négociation déjà s'ouvre dans le respect du principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir à l'échelon le plus pertinent. Donc, dans l'exemple de Sophie pour le télétravail, c'était l'hôpital, mais le télétravail, c'est un très bon exemple parce qu'on a l'accord justement de juillet de cet été, de juillet 2021, qui a posé un cadre national pour le télétravail qui a été négocié donc au niveau national avec les organisations syndicales représentatives, et il appartient ensuite aux entités locales, pour le dire comme ça, de chacun des versants de la fonction publique, de décliner cet accord à une échelle qui est le plus petit dénominateur commun, donc qui est l'échelle la plus pertinente, à l'échelle donc de la commune, à l'échelle de la région, à l'échelle du centre hospitalier. Donc, les organisations syndicales deviennent, alors qu'elles l'étaient déjà dans la fonction publique, il y a cette culture bien évidemment du syndicalisme qui est plus fort que dans le privé, mais deviennent encore plus un acteur central de la négociation. Donc, reste à savoir qui peut négocier. Qui peut négocier? Eh bien, ce sont les organisations syndicales représentatives, et vous mesurez au regard de cette ordonnance et au regard des bouleversements à venir toute l'importance des élections de décembre prochain sur les évolutions que vont connaître les trois fonctions publiques à votre échelle. Donc, les organisations syndicales représentatives, et seules les organisations syndicales représentatives négocient et signent ces accords selon une règle simple. Ils doivent être ces accords majoritaires, c'est-à-dire que la somme des organisations syndicales représentatives qui signent doivent représenter au moins 50% des suffrages obtenus. Donc, elles ont un rôle important, ces organisations syndicales, puisqu'elles sont invitées à s'asseoir à la table des négociations. Elles ont un rôle important parce qu'elles peuvent provoquer la négociation. C'est une faculté que l'on a également dans le secteur privé. Provoquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles peuvent tout simplement écrire à la direction pour demander que se tienne une négociation sur un thème identifié. Donc, bien évidemment, la direction n'a pas l'obligation de négocier, mais elle a l'obligation, en revanche, d'ouvrir une réunion pour, le cas échéant, informer sur son refus. Donc, s'il n'y a pas de droit à négocier lorsque ce sont les organisations syndicales qui provoquent la négociation, il y a quand même un impact social et politique majeur qu'il ne faut pas négliger. Lorsque des organisations syndicales vont vouloir négocier et qu'une direction le refusera, il faudra que la direction s'en explique auprès des salariés dans leur ensemble, puisqu'elle devra s'en expliquer auprès des organisations syndicales. Il y a donc une vraie volonté de renforcer la négociation au sein des trois fonctions publiques, et se pose alors en miroir la question des moyens alloués à ces organisations syndicales. On y reviendra avec la question de Sébastien qui est intéressante, mais à ce stade, ce qu'il convient de relever, c'est qu'il n'y a aucune revalorisation des moyens qui vont être alloués aux organisations syndicales pour se former à la négociation d'une part et pour négocier d'autre part. Il y a aussi une question qui reste en suspens, c'est celle de la capacité, dans le cadre de ce contexte finalement qui est un petit peu changeant de but en blanc. Il n'y a pas vraiment eu de grande communication de la part de l'État là-dessus. La capacité des organisations syndicales, non pas simplement à se former, mais aussi à s'informer, à faire circuler les informations entre les différentes unions départementales, par exemple, parce que les négociations qui peuvent s'ouvrir, aller en Bretagne pour être un peu chauvin parce que je suis breton, n'auront pas forcément le même contenu que celles qui s'ouvriront à Metz.
Et donc, il est important pour les unions départementales de se faire circuler l'information sur, voilà, en télétravail, on a conclu ça au centre hospitalier de Metz, vous avez conclu quoi au centre hospitalier de Lannion. Ça permet aussi de créer une culture de l'échange qui est fondamentalement importante parce qu'on ne s'improvise pas négociateur. Et la négociation, c'est un métier, pour le dire comme ça, hein, et qui suppose d'avoir des réflexes, de la formation juridique, mais pas que. Et en ce sens, l'ordonnance induit un bouleversement majeur. Il n'y a pas simplement évolution. Ici, il y a bien donc révolution. Et loin de nous l'idée de faire un hommage au livre d'Emmanuel Macron lorsqu'on écrit révolution. Mais c'est bien donc la réforme d'Emmanuel Macron qui induit cette révolution 5 ans après celle qu'on a connue en fait dans le secteur privé. Donc, on a une volonté de prévoir un glissement depuis la négociation depuis la concertation vers la négociation. Ce glissement, il est d'autant plus fort que, Evelyne vous l'a dit, il y a 14 thèmes en fait extrêmement larges. Ils ont fait une liste limitative, mais dans laquelle on fait rentrer tout ce qu'on veut. Mais en plus, l'ordonnance prévoit qu'on peut négocier au-delà de ces thèmes. Si on négocie au-delà de ces thèmes, dans ce cas-là, on n'a pas un accord juridiquement contraignant au sens d'accord collectif. On reste quand même sur un engagement moral fort qui a un impact social conséquent. Et derrière ça, il y a aussi la question tout simplement d'élargir toujours plus cette culture de la négociation. Et en miroir, nous n'avons pas de texte qui donne aux organisations syndicales les moyens de se former à la négociation, les moyens de prendre du temps pour préparer des négociations et les moyens également de valoriser à terme leur engagement syndical dans le cadre de leur carrière d'agent public. Il n'y a pas de prise en compte aujourd'hui d'un engagement militant au service des autres serviteurs du public, justement, dans le cadre de leur carrière. Et donc voilà, il reste une véritable question, la question des moyens que l'État entend allouer, parce que sinon on va se retrouver avec des négociations totalement déséquilibrées, avec des négociateurs pris au dépourvu qui ne savent pas s'ils doivent signer, pas signer, quelles sont les conséquences si on signe ou si on ne signe pas. Donc tout ça n'est pas prévu en l'état et c'est quand même un enjeu majeur pour vous, les négociateurs de demain. Voilà pour moi. Est-ce que donc vous le voyez, on avait préparé un slide. Evelyne va en finir là-dessus avant de prendre vos questions. Toute la question qui se pose, celle de la balance finalement qui existe aujourd'hui entre les risques et les opportunités induites par ce nouveau dispositif. Bon. Donc j'espère que donc on l'a exposé. En fait, cette ordonnance révolutionne à la fois vos droits et vos pratiques. Et là, Franck insistait effectivement sur la question des pratiques et sur la nécessité effectivement non seulement de formation, mais aussi d'information, dans la mesure où l'on peut craindre, comme finalement que les directions maintiennent le mécanisme ou se situent toujours dans le même mécanisme antérieur si vous n'êtes pas parfaitement informé du nouveau cadre juridique. Et peut-être même que les directions vont plutôt essayer de rester dans l'ancien cadre pour pouvoir prendre des mesures unilatérales. Donc, il est vraiment fondamental, effectivement, de se former, de s'informer, de faire passer, comme le disait Franck, toute l'information au sein de vos différentes unités. À l'instar, on n'a pas, en droit privé, on a une base nationale des accords collectifs. Eh bien, celle-ci n'est pas encore créée, peut-être le sera-t-elle, pour les accords de la fonction qui vont être conclus dans la fonction publique. La question qui se pose, c'est compte tenu effectivement de cette révolution, eh bien, est-ce que finalement cette négociation, nouvelle forme de négociation collective avec la force contraignante qu'on a rappelée, eh bien, est-ce que ça constitue un atout ou bien est-ce que finalement cette ordonnance est porteuse de risques? Alors, balance succincte là en l'état, puisqu'on n'a pas de retour d'expérience encore et ce serait intéressant d'ailleurs que vous nous fassiez part d'éventuels retours de négociations qui seraient en cours ou qui vont être conclus. D'un côté, on a effectivement un enjeu de sécurisation juridique. Comme je le rappelais tout à l'heure, l'accord a une force contraignante et vous pouvez le faire respecter, ce qui signifie que la direction ne peut pas faire, entre guillemets, n'importe quoi. Deuxièmement, on a ce qui peut être perçu comme un plus, une négociation plus près du terrain, puisque, au contraire de la réalité, puisque comme l'a rappelé Franck, en fait, c'est la notion de négociation au niveau le plus pertinent. Mais dans le même temps, cette négociation au plus près du terrain et de la réalité peut conduire, et c'est là un des risques majeurs, à un risque d'éclatement du statut.
et c'est bien la raison pour laquelle auparavant, effectivement, la concertation était la règle, dans la mesure où il fallait éviter l'éclatement du statut. Or là, on est sur le chemin, effectivement, de l'éclatement du statut. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez parfaitement vous dire que rentrer dans ce genre de négociation, c'est peut-être en quelque sorte courir le risque d'accélérer le mécanisme d'éclatement des statuts. Et puis le moins, tel que l'a évoqué Franck, eh bien, c'est la question des moyens qui sont totalement inexistants à ce jour pour vous aider dans le cadre de cette négociation. Donc, en conclusion, vigilance, et c'est là que je pense, mais ça peut faire l'objet d'un débat entre nous, qu'il faut se poser en fonction des thèmes la question de l'ouverture enfin, l'ouverture ou de la participation à la négociation, voire surtout de la signature d'un certain nombre d'accords, dont il faut véritablement que vous preniez désormais en compte la portée juridique. Merci Evelyne. Avant de passer à la conclusion, on avait dit voilà, qu'on consacrerait un petit temps de questions-réponses. Donc, alors, il y avait une première question en effet posée par Sébastien concernant les moyens consacrés, enfin prévus par le décret, hein, donc qui pouvaient être consacrés à la formation, à la négociation. Donc je pense que vous y avez répondu là, donc dans les dernières minutes. Alors vous compléterez, hein, Evelyne ou Franck, si. Oui, il a complété parce qu'en fait, elle est plus précise que ça, effectivement, la question de Sébastien. Alors, je t'en prie. Oui, bonjour Sébastien. Alors, effectivement, le décret est intéressant et on reprend l'article 1 qu'on a lu avec vous. Ce décret, il prévoit simplement que les accords de méthode mentionnés peuvent prévoir une formation à négociation. Alors, pour que ça soit clair, c'est quoi un accord de méthode? Un accord de méthode, c'est un accord qu'on conclut avant l'accord, par lequel on se met d'accord justement sur la méthode avec laquelle on va négocier. Donc, on peut y prévoir le nombre de réunions qui vont se tenir, les moyens qu'on va allouer à la négociation. Et donc, documents. Oui, c'est ça, la communication des documents. La communication d'informations et là, du coup, pour vous, la formation à la négociation. Donc, la conclusion d'un accord de méthode, elle n'est pas un préalable obligatoire à la négociation d'un accord collectif, en aucun cas. S'il y a un accord de méthode, c'est que finalement, on a déjà des parties qui sont chacune très volontaires pour négocier et qui entendent vraiment se donner les moyens d'aboutir. Mais on n'est pas du tout obligé de conclure un accord de méthode. Et donc, concrètement, ça veut dire que les directions qui veulent négocier avec vous ne sont aucunement tenues de vous former à la négociation. Et si vous avez une formation en vue de la négociation à venir dans le cadre de l'accord de méthode, ces moyens, son contenu et ces enjeux seront cernés par l'accord de méthode. Donc, le principe de ce décret, en fait, c'est juste très simple. Pour le dire d'une manière très cash, vous n'avez pas de droit à la formation à la négociation. Ça se négocie. Voilà, on négocie le droit d'être formé à la négociation. Voilà, exactement. Bien. Maintenant, Sophie, sur la question de l'intéressement. Oui. Alors, j'avais des questions. Alors, peut-être avant de parler de l'intéressement, qui est une question qui nous occupe, voilà, on se pose nous-mêmes des questions, effectivement. Juste, on prend peut-être la question, alors je les note au fil de l'eau, hein, donc on va essayer de répondre à toutes. Mais la question de Laurent, parce qu'effectivement, de la même manière, ça rejoint une question que l'on a traitée ensemble. La question, dans le cas de la mise en place, le passage aux 35 heures dans les communes, hein, donc alors là, en l'occurrence, effectivement, nous sommes dans une mairie. Donc, effectivement, au niveau du cabinet Atlante, vous avez déjà été interrogé à de nombreuses reprises, hein, sur le fait est-ce que l'on peut négocier des jours de congés supplémentaires dans le cadre d'un accord relatif à cet aménagement du temps de travail. Alors, effectivement, c'est une question qui est un peu récurrente parce que les 35 heures, si elles ne sont pas déjà mises en place, doivent l'être au 1er janvier 2022 ou 2023, selon l'échelle à laquelle on se place. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le principe selon lequel on doit absolument respecter en négociation en matière de fonction publique la loi et le règlement. Et la loi prévoit, depuis donc la loi de transformation de 2009, le passage aux 35 heures effectives travaillées, donc 1607 heures par semaine. Concrètement, par an. 1607 heures par semaine, effectivement, là, ça fait beaucoup. 1607 heures par an, donc on va être 1600 heures plus les 7 heures de la journée de solidarité. Et on a eu beaucoup de communes, enfin beaucoup,
d'agents de communaux départementaux qui nous demandent est-ce qu'on peut récupérer en fait des jours de congés supplémentaires comme celui du maire ou comme celui du président ou d'autres encore pour venir compenser entre guillemets ce qu'on perd. Parce qu'en fait, les agents publics, avaient beaucoup de jours de repos qui vont leur être supprimés pour qu'ils arrivent effectivement en temps de travail effectif, c'est-à-dire hors temps de pause, etc., à 1607 heures. Malheureusement, la réponse est non. Dans le public, vous n'avez pas la liberté qui peut exister au cas échéant dans le privé où il existe ce principe de faveur qui fait que on peut négocier à peu près tout ce qu'on veut avec l'employeur, on peut négocier de travailler moins pour gagner autant, ce qui est même le sens du progrès social. Mais dans le public, effectivement, non, ça va être un enjeu important. L'ordonnance de février dernier ne permet pas de négocier des jours de repos supplémentaires parce qu'en fait, la logique, c'est vraiment de se dire, est-ce que chaque agent a bien travaillé sur une année civile complète, 1607 heures? Et dans ce cadre-là, en fait, effectivement, il y a beaucoup de jours de repos qui vont disparaître. Et on ne peut pas négocier sur ces jours de repos supplémentaires, sauf des cas particuliers qui sont prévus par loi, comme par exemple les agents qui travaillent le week-end, qui travaillent de nuit. Donc, en fait, des cas qui sont dérogatoires au droit commun, qui est le travail de jour à 35 heures. Donc, pour les agents qui travaillent de nuit, qui travaillent le week-end, qui ont des emplois pénibles, là, on rentre dans des catégories dérogatoires pour lesquelles on peut avoir des jours en plus. Mais le principe reste que non. Le passage aux 1607 heures fait qu'on perd cette capacité à négocier dans le cadre de la réforme du statut des jours de repos en plus. Donc, on voit bien, en fait, on a un mixte, les nouvelles règles de négociation collective dans la fonction publique, c'est un mixte, en fait, entre, certes, des évolutions peut-être un peu vers le droit privé, mais des spécificités extrêmement fortes qui subsistent et qui sont liées au statut de la fonction publique et aux règles qui ont été édictées et qui seront en vigueur. Oui, il faut respecter la loi, quoi. Il faut respecter la loi. En tant qu'avocat, nous ne pouvons pas dire autre chose. Voilà, et ça rejoignait une question de Patrick d'ailleurs, hein, effectivement, dans les communes et sur les négociations qui peuvent s'engager avec les centres de gestion. Alors effectivement, peut-être que ça appellera une réponse un peu plus détaillée, puisqu'il y a des conditions très spécifiques pour savoir dans quel cadre interviennent les centres de gestion, dans quel cas ils sont partie prenante à la négociation. Je ne sais pas, Franck ou Evelyne, si vous voulez apporter d'ores et déjà une réponse ou si vous développerez un peu plus par écrit ou… Oui, ça serait préférable parce qu'il me semble, effectivement, on est en train de se concerter, il me semble effectivement qu'il y a quelque chose dans l'ordonnance sur la question. Il y a quelque chose là-dessus, en regard avec le principe de libre administration des collectivités. Tout à fait. Et effectivement, il y a des conditions très particulières dans lesquelles les centres de gestion interviennent, enfin sont partis à la négociation en fait. Voilà. Donc pour apporter une réponse plus écrite plutôt que de vous dire une bêtise. Voilà. Ok. Alors il y avait une question aussi de Cédric. Alors autre sujet. Donc s'il n'y a pas de syndicat dans un établissement, le syndicat départemental peut-il désigner les représentants qui participeront aux négociations? Il faut que je reprenne le texte de l'ordonnance. À mon sens, non. À mon sens, non. À mon sens, non. Encore une fois, effectivement, là, c'est une disposition de droit, enfin, c'est une possibilité offerte par la loi en droit privé, mais à mon sens, non. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les organisations syndicales représentatives, à quel niveau? Or, elles résultent effectivement des élections. Mais ce qui signifierait que… donc à ce moment-là, je remonte d'un échelon. Oui, effectivement, mais ne peuvent négocier de façon que les organisations syndicales représentatives. Oui, et la question, est-ce que je peux désigner quelqu'un d'autre en quelque sorte, hein, si je comprends bien la question, dans la mesure où il n'y aurait pas de représentant d'organisation syndicale au niveau de la négociation. Oui. À vérifier également. D'accord. Mais après, c'est vraiment article 8 bis, c'est vraiment les organisations syndicales représentatives. Qu'a priori, on ne peut pas désigner. Bon, je propose de prendre la question. Oui, tout à fait. On voit bien par écrit. En effet, donc une question, nous un thème qui nous a, comment dire, enfin parmi tous les thèmes, hein, en tout cas particulièrement, comment dire, surpris, c'est la thématique en effet de l'intéressement collectif. Hein, tu l'as signalé, Evelyne. Hein, donc là, on voit vraiment l'incursion des pratiques du privé dans la fonction publique. Et effectivement,
cette notion-là, on voit bien on est aujourd'hui dans un moment où un gouvernement qui tente de d'étendre cette pratique de négociation de l'intéressement. On l'a vu également dans les accords de Ségur. Alors là, je parle uniquement donc au versant de la fonction publique hospitalière. Là aussi, donc il y avait des incitations fortes à négocier des intéressements, donc au niveau même parfois un peu micro d'un service, d'une équipe. C'est vrai que le sens de tout cela, quand même, nous échappe un peu dans un cadre de statut public. Et effectivement, là, on sera très attentif et très intéressé à voir ce qui peut être proposé dans ce cadre-là, sur quels indicateurs. Enfin, bon, ça nous paraît quand même, voilà, quand on est dans un cadre budgétaire, vous le savez, qui est quand même très figé, quel que soit le financeur. Bon, voilà, on peut quand même se poser la question sur ce type de pratique pour intéresser les agents. Donc, on sera très attentif. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire remonter, même comment dire, même en anonymisant, mais quel type de propositions vous sont faites dans ce cadre-là, quel type d'indicateurs, sur quel… Sophie, la question qu'on se posait d'ailleurs l'autre jour en réfléchissant sur ce thème, c'était peut-être plus effectivement des indicateurs qualitatifs que quantitatifs, parce que si on parle d'objectifs quantitatifs, effectivement, là, la question qui se pose, c'est carrément la question de la remise en cause, en fait, de la mission publique. Mais oui. Lorsque, soit sur les budgets, soit sur les objectifs de nombre de lits, etc., ça veut dire effectivement que là, je dérive et que ce n'est plus non seulement la question du statut, mais c'est la question de la fonction publique en tant que telle qui se retrouve remise en cause. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est pour ça que là, voilà, on est vraiment sur un sujet très, très surprenant, en fait, en tout cas, parmi les 14 thématiques. Et très délicat, oui. Oui. Alors, nous avons brièvement, Sophie, peut-être j'ai vu passer deux questions qui sont juste des compléments aux réponses qu'on a déjà apportées. La question de Douafiri sur la durée de la formation à la négociation. Et bien justement, ça fait partie des choses que vous négociez dans votre accord de méthode, puisqu'il n'y a pas de règle en la matière, il n'y a pas de droit à. Donc tout ça, c'est du facultatif, en fait. C'est vous qui allez le négocier dans le cadre de l'accord de méthode, puisque justement, ni la loi ni le règlement n'ont prévu votre droit à formation. Et ensuite, juste pour rebondir, ça va dans le même sens sur les questions d'André et de Christophe. Il va falloir en fait essayer, et c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué en fait dans le secteur public que dans le secteur privé, essayer en fait de décloisonner la question de la représentativité syndicale de celle de membres donc du comité technique aujourd'hui et du futur comité social demain. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, chez vous, tous les élus sont affiliés à une organisation syndicale, ce qui n'est pas le cas dans le privé, mais ça soit à la table des négociations que ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative. Ce qui veut dire qu'en fait, la négo, elle ne va pas se dérouler pendant une réunion du comité social d'administration, d'établissement ou technique demain. Vous allez avoir vos réunions en comité social comme vous aviez vos réunions en comité technique avant. Et à côté de ça, seront invités à une autre réunion dans un autre cadre, exclusivement les organisations dites représentatives. Là, on est sur le modèle du droit privé. Alors, je vous propose de prendre peut-être une dernière question et puis on va conclure. Il y a une question, effectivement. La question de prévoyance et mutuelle. Exactement, voilà. Exactement, cela fait. C'est l'un des 14 thèmes. Vous avez choisi de ne pas lister les 14 thèmes, mais c'est effectivement pour mettre le focus un peu sur des thèmes extrêmement organisationnels et actuels. Mais effectivement, tout ce qui relève de la protection sociale complémentaire fait partie des 14 thèmes, et l'un des 14 thèmes ouverts à la négociation collective. Le mot de la fin, peut-être Oui, Evelyne, puisque tu as la parole. Ou Sophie. Sophie. Bon, écoutez, déjà, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Effectivement, sur les questions, ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions, vous trouverez donc à la fin du support nos coordonnées, donc mail et téléphonique. Vous voyez que effectivement, on est
comme on l'a vu à plusieurs reprises, on a parlé de véritables révolutions, hein, mais c'est presque, on est dans une révolution culturelle, hein, donc ce mouvement de négociation, donc de réforme de la fonction publique. Ce que l'on a vu au travers soit des exemples, soit on a trouvé, nous, intéressant d'avoir cette vision croisée de nos deux cabinets partenaires pour cette occasion, hein, donc la vision juridique et pratique, puisque le cabinet Atlante répond également dans le cadre de l'assistance juridique, donc aux agents, aux salariés, sur des questions très concrètes du quotidien, ou nous-mêmes sur des questions du quotidien en expertise. On voit bien que déjà la réalité, hein, nous montre la difficulté d'installer cette culture, les risques, les opportunités. Eh bien, on verra, hein, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment on peut se prémunir des risques pour pouvoir bénéficier des opportunités. Mais en tout cas, à ce stade, il nous semble important d'avoir effectivement une réflexion une réflexion, mais plus un engagement sur la formation. Alors, malgré le fait qu'on a vu que les moyens n'étaient pas inscrits dans la loi, qu'ils étaient eux-mêmes à négocier, mais ça nous paraît très important. Et puis, donc, cette réforme, en tout cas, nous semble-t-il, du côté des instances représentatives comme des organisations syndicales, puisse s'inscrire également dans une préservation, malgré tout, quand même, du statut. Hein. On a vu des acquis sociaux, même si on a bien vu qu'ils étaient écornés à certains endroits, hein, par le respect, ce respect à la loi, bien évidemment, mais qu'il puisse y avoir malgré tout dans la pratique et dans la concertation le fait de garder en tête, et je crois que c'est Franck qui l'a dit un petit peu en préambule, hein, que certainement direction comme agent, comme contractuel, hein, quand on rentre en fonction publique, ce n'est pas comme quand dans n'importe quel métier, on a le souci effectivement du service public, et que in fine, ça soit bien le guide commun, ou en tout cas le fil rouge commun de préserver à la fois ce service public, mais aussi la capacité d'attractivité du service public. Je crois que ça a été rappelé, hein, dans le chat, hein, on a quand même on le voit sur certains métiers à l'hôpital, mais pas que, hein, donc la notion de garder cette attractivité pour les plus jeunes ou les moins jeunes, hein, et donc de garder un statut qui soit attractif. Parfait. Evelyne, peut-être un dernier mot, et puis on va vous… Bien, vigilance. Vigilance. Et effectivement, formation dans la mesure, informer tous vos interlocuteurs, effectivement, de cette nouvelle possibilité. À chaque fois que je rencontre certains d'entre vous à l'occasion d'audiences ou autres, même dans le cadre de formation, je me souviens, Franck, la formation qu'on a faite ensemble sur le CET, là, manifestement, vous n'êtes pas informé de cette ordonnance. Et tout ce qu'on a pu expliquer à ces diverses occasions, on est sur un changement réel de paradigme. Et il faut effectivement que vous adoptiez, et c'est la raison pour laquelle nous sommes organisés ce webinaire, une nouvelle conception de ce que c'est la négociation. Et ne plus parler effectivement de concertation, mais de négociation. C'est la raison pour laquelle nous sommes, y compris là, pour vous aider si vous avez besoin, y compris quand on vous rappelle les principes fondamentaux pour vous aider, soit à négocier un accord de méthode, soit effectivement, y compris ne serait-ce que vous rappeler les principes. Et vraiment, concertation, vraiment, mou, concept mou pour moi, juridiquement parlant, par rapport à la négociation qui impose un certain nombre de règles, de contraintes et aussi de points positifs. Donc, vigilance et information de tous dans la mesure du possible, y compris auprès des organisations syndicales. J'imagine peut-être que certaines organisations syndicales ont déjà mis en œuvre ce type de formation. Franck ? Écoutez, pas grand-chose à ajouter. C'était très heureux de vous retrouver ce matin. Et oui, effectivement, on espère, et je déplore, je dis que même le Centre national n'organise pas de sensibilisation. Mais écoutez, tant pis, on va essayer de pallier cette carence. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain cycle de formation, notamment sur la naissance des comités sociaux, qui vont être la grande nouveauté de cette fin d'année 2022.
Et faites-nous part de vos retours d'expérience en matière de négociation. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, on pourra, y compris, refaire un webinaire justement sur peut-être un point sur les pratiques et ce qu'on a pu observer au bout de quelques mois de mise en œuvre, effective ou pas. Encore une fois, la question, c'est est-ce que les directions vont également se saisir de cette ordonnance. Merci à vous. Belle journée à tous et à bientôt. Donc. À bientôt. Au revoir.